Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Réconciliation Talon-Yaï, appelé de tout vœu par le chef de l'État en exercice, Patrice Talon, en personne. Le plaidoyer n'aura laissé personne indifférent. Seulement, ils sont de plus en plus nombreux, ses concitoyens, à suggérer voir le dit plaidoyer se généraliser et prendre en compte les exilés politiques. En dehors des bruits de couloir, le chef de l'État aura été interpellé en personne sur la préoccupation. L'interpellation de Banter en est une parmi tant d'autres. Et la réponse à cet effet, connue de tous. Appel à la réconciliation, les exilés, des causes à plaider. Tel est, mesdames, messieurs, le thème en débat ce jour. À nos côtés, sur ce plateau, Antoine Adoukonou, acteur politique, il est membre du parti BR, le bloc républicain. Antoine Adoukonou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Joël. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est moi. En face de vous, un autre nom qui n'est vraiment pas méconnu de ce plateau, le docteur Fidèle Sonon. Consultant en management des organisations, il reste l'un des membres très actifs au niveau du cabinet du président d'honneur de l'USL. Docteur Fidèle Sonon, bonjour à vous. Bonjour Joël et bonjour à nos téléspectateurs. Merci aussi pour la disponibilité. Réconciliation, oui, le mot, ce mois de novembre, aura été prononcé par Patrice Talon en personne. Depuis, c'est une fenêtre, peut-être plus grande, en tout cas ouverte. Ils sont nombreux à penser que pour que l'acte puisse avoir la portée qu'il faut, que tous les fils du Bénin, quels qu'ils soient, surtout ceux hors du territoire, puissent rentrer afin de penser ensemble le Bénin. Et ceux-là, ils sont nombreux. On les compte désormais par dizaines. Antoine Adoukonou, cet appel pressant autour des Béninois appelés désormais exilés politiques, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, la France est devenue le pays d'accueil. Face à cet appel, qu'est-ce que le politique dit? Non, je crois qu'il faut nuancer la situation. L'appel en lui-même ne saurait être mal apprécié. L'appel en lui-même. L'appel en lui-même, dans la mesure où notre Constitution a prévu que nul ne serait contraint en exil. Parce que notre histoire politique et constitutionnelle a connu des exilés politiques dans le temps. Et à partir de 90, le constituant béninois a fait l'option de ne plus revivre cela et l'a marqué par sa volonté dans la Constitution. Donc, depuis 90, le courant de pensée constitutionnelle dans lequel nous sommes, c'est que aucun Béninois ne saurait être contraint à l'exil. Et c'est martelé dans la Constitution. Donc, c'est pourquoi je dirais tout à l'heure que l'appel en lui-même de voir s'il existait, je suis au conditionnel, s'il existait des exilés politiques, de les voir revenir au pays est un bon appel. La problématique ici, c'est de savoir si est-ce qu'effectivement il existe des exilés politiques au Bénin. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Il me plairait bien que vous y répondiez en même temps. Mais permettez l'appel en soi. Comment vous l'appréciez? Merci Joël. L'appel du président de la République au pardon et à la réconciliation. Je l'ai écouté comme tout le monde dans la presse, mais il faut l'apprécier sous deux angles. Il y a l'angle théorique. Dans le principe, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que le président Talon, qu'il rempile ou non, il a besoin de paix pour gouverner, pour le reste du temps, le reste du temps de sa gouvernance. Et s'il remplissait, il a forcément besoin de paix. Donc c'est logique, dans le principe, qu'il fasse cet appel-là, surtout à la veille de nouvelles élections présidentielles. Maintenant, dans la pratique, j'ai envie d'emprunter la métaphore de Houphouët pour dire que le pardon, la réconciliation devrait être un comportement, devrait être des actes et non dit dans la parole, parce que nous constatons malheureusement que c'est une réconciliation ciblée.
Et donc, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus en détail dans cette émission, je l'espère. Alors, puisque le thème reste bien précis, lorsque certains Béninois en appellent à voir autrement cette réconciliation sous une forme, disent-ils, holistique, qu'est-ce que vous répondez? Mais je suis totalement d'accord avec eux, parce que on ne peut pas, justement, avoir de problèmes politiques, je précise, avec un ensemble d'acteurs politiques et choisir un certain nombre avec qui on fait la paix. On n'a pas, de ce fait-là, envie de faire la paix. Il va vous souvenir que je disais que l'un des piliers du PAG sous lequel le gouvernement du président Talon avait pied de figure, c'est le pilier 1. Renforcement de la démocratie, des institutions de contre-pouvoir. Donc c'est sous ce pilier qu'ils ont fait leur réforme, leur fameuse réforme qui nous a amenés où nous sommes aujourd'hui. Et je croyais que ça aurait été une opportunité pour le président, enfin, que c'est une opportunité, cette tournée pour le président de la République, lorsqu'il parlait de réconciliation, de rattraper un certain nombre de choses. Mais j'ai peur que cela ne soit un marché de dupes. Donc, je réponds à votre question en disant que ça devrait être holistique, ça devrait concerner tous les acteurs politiques majeurs avec lesquels le régime actuel a des problèmes politiques. Alors oui, sur le principe, tous se sont d'accord, mesdames, messieurs, mais il faudrait encore nuancer, il dira Antoine Adoukonou. Oui, Antoine Adoukonou, vous pensez que la liste qui s'offre souvent aux Béninois n'est pas une liste que l'on peut homologuer? Oui, moi je le pense parce que tout à l'heure je posais le problème de la problématique de l'existence des exilés politiques. Parce que il faut qu'on s'entende d'abord sur le concept. Vous et moi, M. Sonon, monsieur le journaliste, qu'est-ce que nous tous ici, nous entendons par exilé politique? Parce que si nous ne nous entendons pas sur le thème exilé politique, nous ne pouvons pas mener le même raisonnement. Si moi je comprends exilé politique d'une autre manière et que M. Sonon en pense autrement, c'est normal que nos raisonnements... Alors allons-y, si vous devez faire l'exercice. Si je devais faire l'exercice, moi, qu'est-ce que moi je comprends par exilé politique? Je ne comprends pas exilé politique, quelqu'un qui a été contraint de quitter son pays de fait de ses opinions politiques. Évidemment, là, c'est quelqu'un qui a vraiment, comme M. Sonon l'a dit, des problèmes politiques dans son pays. Et par fini, ces problèmes ont fini par le contraindre à quitter son pays. Et moi, j'ai fait l'exercice. Bon, après avoir consulté les différents dictionnaires thématiques, j'ai essayé d'aller lire le Larousse aussi, pour voir qu'est-ce que le Larousse pense aussi du mot exilé. Et vous pouvez le relire. Hein. Et ce que j'ai découvert dans le Larousse, et qui m'a enchanté, c'est que le Larousse a défini exilé. Bon, eux autres n'ont pas parlé d'exilé politique. Ils ont défini exilé comme quelqu'un qui est contraint de quitter son pays. Mais le Larousse a défini aussi s'exiler, pour dire que c'est des gens qui ont quitté volontairement le pays. Pour moi, je pense que je suis beaucoup plus dans le cas de s'exiler que dans le cas d'exiler. Ouais, parce que vous-même, vous avez dit qu'il y a aussi le mot exilé qui signifie contraindre. Oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas considérer aussi ce cas-là? Moi je dis, puisque je le dis, pourquoi je parle, moi je préfère parler des gens qui se sont exilés, c'est-à-dire qui ont quitté volontairement leur pays, au lieu de penser qu'ils sont exilés. Parce que exilés, il faut avoir en amont une pression politique. Ceux qui sont là-bas maintenant, qui sont ceux qui sont sous pression, qui ont quitté le pays sous pression politique? Moi je ne sais pas. Parce que... Dans cette liste de noms qui circulent... Non, au cas par cas, quand vous prenez... Bon, il y a des gens que moi, je ne veux même pas citer. Parce que je ne sais même pas ce que ceux-là cherchent à l'extérieur. Mais oui, c'est-à-dire quand vous observez bien le lot, il y a les têtes de pont. Et il y a les gens qui sont à la queue. Il y a des gens qui ont suivi la tête pour se retrouver là-bas. Si je
prends M. Sébastien Diavon, je sais que c'est une tête de pont qui est là-bas, mais pour moi, il n'a pas été contraint de quitter son pays à cause de ses opinions politiques. Je le dis parce que, vous savez, il sera très difficile de faire la démarcation. Si nous sommes des hommes politiques et que nous avons été condamnés par la justice, ce n'est pas facile de faire la démarcation pour savoir si c'est à cause de la politique que nous sommes partis ou bien c'est en fuyant la décision de la justice que nous sommes partis. Mais ce qui est factuel et que moi je peux dire avec preuve et que mon contradicteur ne pourra pas dire pour lui avec preuve, c'est que moi je vais vous dire que c'est à cause de sa condamnation par la criette à 20 ans de prison qu'en ne se voyant pas se soumettre à cette décision, il est parti en France. C'est ce que moi je vais dire. Avant d'évoluer sur le principe avec les démonstrations que vous avez eu à faire, pour vous, le Bénin compte-t-il, à la date d'aujourd'hui, des exilés politiques? Non. Pour moi, le Bénin ne compte aucun exilé politique du point de vue de la définition que moi je vous donner. Mais je sais qu'il y a des Béninois de grande facture qui ne sont pas dans le pays. Je vous ai cité M. Sébastien Diavon. Ce n'est pas n'importe quel citoyen. Et si nous disons cela, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de ressentiment par rapport à ce qu'il vit. C'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entreprises ici, et son départ a créé des chômeurs par la suite. D'accord? Donc, ce n'est pas une situation que aucun Béninois ne saurait vivre heureux. On va évoluer. Oui. Sébastien Diavon, pas d'exilé politique. Oui. Komi Koutié? Non, Komi Koutié là, c'est quoi? Komi Koutié là, voilà les choses dont nous disons. Mais c'est des choses qui lui sont reprochées par rapport à sa gestion antérieure. Et il a géré le Fonds national de la microfinance. Et moi, en tant que comptable, moi, je peux vous dire que lorsque vous gérez, il y a une traçabilité dans la gestion. Et donc, si on vous reproche des choses par rapport à votre gestion, vous pouvez venir répondre. Puisque si on vous dit que vous avez fait ci, on est obligé de vous dire, voilà ce que les tests sont prévus, voilà ce que vous avez fait, et après ça, on vous donne la liberté de vous défendre avant d'émettre l'opinion de l'auditeur. L'auditeur ne met pas l'opinion en l'air. Donc, il peut venir se défendre. Si tant est qu'il voit que vraiment, il est nickel dans sa gestion. Alors, la procédure que son dossier a connue, vous n'y trouverez vraiment pas à redire? Non, quelle que soit la procédure, c'est que, est-ce qu'il s'est présenté devant le juge pour défendre son dossier? Si vous étiez vraiment sincèrement un frère à lui, vous lui conseillerez de venir se présenter devant la justice béninoise? Si tant est qu'il ne se reproche rien. C'est ça. C'est ça, si tant est qu'il ne se reproche rien. Et faisons très attention. Faisons très attention parce que ne prenons pas quelques cas isolés pour compromettre l'avenir du pays. Pourquoi je le dis? Vous savez qu'il y a des gens, des fonctionnaires de l'État, qui ont été à qui on a donné 15 ans de prison à la criette là, à cause de mauvaise gestion. Allez voir. Les gens qui ont travaillé. On reste dans le registre. Donc, Valentin Diamantin pour vous? S'il y a des fonctionnaires simples de l'administration publique qui ont écopé de 15 ans de prison à la criette là, et qu'il y en a d'autres qui ont occupé de si hautes fonctions, et parce qu'ils sont des politiques, ils se cachent derrière cela pour dire que c'est une chasse aux sorcières. Ça veut dire que vous donnez carte blanche à nous les hommes politiques, qu'une fois que nous prenons la gouvernance du pays, que nous pouvons gérer comme nous voulons, siphonner les fonds de l'État, et nous comptons sur vous parce que demain quand on va nous prendre, nous aurons l'opportunité de dire que c'est la chasse aux sorcières. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous apprendre en politique? Valentin Diamantin,
Et il a quel problème pour être là-bas? C'est ça. Merci, monsieur Antoine Adoukonou. Moi, je ne sais pas. C'est tout dit, vraiment. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas vraiment ceux qui sont à l'extérieur. Vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas. Ils sont à l'écoute. On va devoir peut-être leur reposer la question. Mais, monsieur Fidèle Sonon, on commence par l'autre bout de ma question. Y a-t-il des exilés politiques au Bénin? Merci, Joël. Je comprends parfaitement M. Adoukonou. Je pense que le problème des cadres en général, les cadres béninois en particulier, qui font l'option d'entrer en politique, ce qui nous guette, et moi-même y compris d'ailleurs, ce qui nous guette, c'est ce que j'appelle la pathologie de l'hérésie intellectuelle. C'est-à-dire que, vous voyez, son camp, le gouvernement a déjà dit et répété plusieurs fois qu'au Bénin, il n'y a pas d'exilés politiques. Je ne vois pas comment M. Adoukonou viendrait ici dire le contraire. Et c'est justement ce qui l'amène... J'ai argumenté. C'est justement, j'en viens, c'est ce qui justement l'amène dans cette forme de contorsion intellectuelle pour justifier l'injustifiable. Parce qu'en fait, il a dit que il a sa définition de... C'est pas ma définition, c'est la définition du Larousse. Non, vous disiez tout à l'heure, oui. vous n'avez pas donné la définition de l'exilé politique. Vous avez donné la définition d'un exilé. Okay? C'est ça que j'ai trouvé dans le Larousse. L'exilé politique, on n'a pas besoin de donner une définition académique. L'exilé politique, c'est tout simplement la personne qui est contrainte d'aller de sortir de son pays, de vivre hors de son pays pour ses opinions politiques ou son appartenance politique. Mais d'accord, c'est ça. Mais maintenant, démontrez-moi ça. Alors, lorsque on donne cette définition... Oui, je suis d'accord pour la définition. Nous avons plusieurs exilés politiques... Oui, commencez à donner des exemples... À l'extérieur du Bénin. Oui. Monsieur Joël Yetandy, je suis solidaire de tous les exilés politiques qui sont à l'étranger. Mais vous comprendrez qu'en 45 minutes, ou même moins déjà, nous n'aurons pas le temps de parler de tous les cas. Et vous me comprendrez aisément lorsque je vais prêcher pour ma paroisse, puisque M. Adoukonou me demande de donner un exemple. Oui. Je vais citer le président Sébastien Ajavon. Oui. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OFPRA qui le dit. C'est vrai, vous avez déjà dit que l'OFPRA est une épicerie. C'est l'OFPRA qui le dit, mais vous aurez besoin de l'OFPRA. Vous avez eu besoin de l'OFPRA et vous aurez besoin encore de l'OFPRA pour qualifier votre statut. Parce que hier, le président Talon, qui a eu des difficultés politico-juridiques, on ne va pas rentrer dans ces détails, s'est retrouvé dans le même pays d'accueil. Et lui-même, pompeusement remercié le président Hollande de l'avoir accueilli. Lorsqu'il s'était agi de l'arrêter, de le transférer au Bénin, nous avons vu tout ce qui s'est passé. De toutes les façons, je vous cite un exemple. Et permettez-moi de rester sur cet exemple, quoique je sois très solidaire de tous les autres exilés politiques. Non, je souhaiterais que vous ajoutiez Kobi Kouché. Puisque c'est les deux bras opérationnels. Excusez-moi, je le répète, je suis très solidaire d'eux, mais je ne connais pas dans le fond tous les dossiers, donc, et on va gagner en temps. Allez-y. Alors, laissez-le évoluer. Quand je prends le cas de Sébastien Ajavon, vous parliez de fuir la justice. C'est ce que j'ai entendu dire aussi par un certain nombre de membres du gouvernement. Mais on oublie très vite que M. Sébastien Ajavon a été d'abord jugé au Bénin. Des gens, et ça, je ne trahis aucun secret en le disant, des gens lui ont chuchoté, lui ont donné, même proposé des moyens pour fuir du pays, même pendant sa garde à vue. Voilà l'homme de qui nous parlons aujourd'hui, qu'on dit fuit la justice. Il a dit, et je peux vous le dire, la main sur laquelle il a dit, non, je resterai au Bénin, je ferai face à la justice de mon pays, parce que je n'ai rien fait de ce qu'on me reproche. Et c'est cette même justice du Bénin qui l'a blanchi. En première instance. Je continue. Qui l'a blanchi? Parce qu'il faut rafraîchir la mémoire aux Béninois. Qui l'a blanchi en première instance. Et le gouvernement du Bénin n'a interjeté aucun appel. Je le répète. Et ça, on peut refaire ce débat avec n'importe quel juriste de ce pays. Puisque nous avons été au tribunal
nous détenons un certificat de non-appel. Le gouvernement béninois n'a fait aucun appel dans les délais. Aucun. Et c'est justement pour ça qu'ils ont été obligés de fabriquer le monstre qui est la criette. C'est quoi le monstre? Mais qui est la criette? Vous appelez ça monstre? Pour reprendre justement ce dossier illégalement. Les juristes de haut niveau ont déjà expliqué plusieurs fois comment on ne peut pas juger la même affaire 2 fois sans qu'il y ait de nouveaux éléments. Aucun nouvel élément. Aucun. Et on transfère le dossier là-bas et tout le monde a suivi ce qui s'est passé. Je ne vais pas narrer tout ça pour abuser de votre temps. Mais je rappelle donc que M. Sébastien Javon a été d'abord jugé au Bénin, bien acquitté, et on a repris. Mais au contraire, c'est Sébastien Javon qui voulait connaître le X. Il a porté plainte contre X, puisque le gouvernement n'était plus préoccupé de savoir qui a mis la drogue. Parce qu'il faut... Non, mais on dit que le Bénin est une plateforme de... Et c'est le gouvernement lui-même qui dit que le Bénin est devenu une plateforme, la plateforme tournante, la plaque tournante, excusez-moi, du trafic de drogue. Et Sébastien Javon, en tant que bon citoyen béninois, dit, mais non, il faut qu'on connaisse qui a mis le fameux sachet, je ne sais pas comment l'appeler, dans le conteneur. Jusqu'à là où nous parlons. Je ne sais même pas si le dossier a été enrôlé. Silence radio. Silence radio. Et même, il faut qu'on le dise, après la condamnation de la criette, la condamnation fantaisiste de la criette, vous vous rappelez, c'est un monstre parce que très mal constitué, les juristes l'ont démontré, une institution qui n'offre même aucune possibilité de faire appel. Après, évidemment, ils nous ont entendus, après avoir utilisé pour atteindre l'objectif qu'ils voulaient atteindre, ils nous ont écoutés finalement pour corriger un certain nombre d'articles. Mais vous l'avez déjà utilisé pour juger quelqu'un. Mais Sébastien Javon, ce que vous oubliez, a fait un pouvoir en cassation. Jusqu'à là où je vous parle, la Cour suprême n'en dit rien. La Cour suprême n'en dit rien. Et c'est dans la même veine que les avocats de Sébastien Javon ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une institution supranationale dont les décisions s'imposent au Bénin. Vous avez beau vouloir aujourd'hui retirer la possibilité aux Béninois de saisir cette Cour, ça n'a aucun effet. Et donc, cette Cour qui rend des décisions que le Bénin refuse d'appliquer, c'est de ça qu'il s'agit. Et l'OFPRA a reconnu M. Sébastien Javon comme un exilé politique. Alors, lorsque j'ai écouté un éminent membre du gouvernement dire que Sébastien Javon est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, j'ai envie de lui demander, mais pourquoi depuis aucun des pays dans lesquels il se trouve aujourd'hui ne l'arrête et ne le transfère au Bénin? J'ai envie de poser cette question. Ça veut dire que votre mandat n'a aucune valeur finalement. Et c'est l'indicateur même que c'est un exilé politique. Si tous ceux dont vous citez les noms que vous ne reconnaissez pas n'étaient pas des exilés politiques et qu'ils n'ont que des problèmes avec la justice, ils seraient renvoyés déjà au Bénin. Le problème, et j'en aurais fini, le vrai problème que nous avons, et cela ne date pas du temps du président Talon, le vrai problème que nous avons au Bénin, c'est l'architecture de notre système judiciaire, pas juridique, judiciaire, que l'exécutif peut manipuler à volo pour régler des comptes politiques. Il va falloir que vous et nous travaillons à changer ça. Ok, pour vous, compte politique, il y en a. Mais il y a un élément qui est revenu autour de cette question. La question de mandat d'arrêt est revenue plusieurs fois. Et quand on parle de ces cas d'espèce, il y a des cas qui sont vraiment avérés. Lui, il a donné une illustration, parce qu'il vient de quelque part, il dit que donner cet exemple, parce que vous avez commis peut-être la maladresse de lui demander un seul exemple. Après, vous avez voulu vous rattraper. Komikoutié. Alors, on vient au cas Komikoutié. Il y a eu aussi un mandat d'arrêt contre lui, mais il n'a pas pu être extradé jusqu'à l'heure où nous parlons. Est-ce que l'État ne gagnerait pas à revoir tous ces faits-là autrement, Antoine Addo-Konou, rien que pour le Bénin? Je crois que j'ai écouté religieusement M. Solon. Et vous répondez à ma question. Non, avant d'en venir. Ah bon? Puisque nous sommes dans un débat contradictoire. Allez-y. Il n'est pas interdit de revenir un peu sur... je dois me résumer en disant que, au fait, c'est sa conclusion qui m'a intéressé. Et je sais que c'est cette conclusion qui
qui fait que les hommes politiques, peut-être, peuvent se dire que quand j'aurai des problèmes, j'ai toujours l'opportunité de dire que c'est parce que je suis homme politique qu'on me pourchasse. Parce que vous avez dit que le vrai problème que nous avons, que c'est notre architecture juridique qui est façonnée de telle que... Judiciaire, qui est façonnée de telle que le gouvernement peut manipuler. Et c'est en restant dans l'esprit de la manipulation du gouvernement que vous pensez que Sébastien Adjavon est un exilé politique. Ce n'est pas moi qui pense, c'est la justice béninoise et internationale qui le pense. Et moi, je dis, moi, je suis allé au-delà. Moi, je suis allé prendre la justice telle qu'elle s'est prononcée, brute. Donc, nous ne sommes pas au même palier d'analyse. Moi, j'ai dépassé ça là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai compris que la démocratie, comme le disait, l'a défini le président américain Churchill, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on est en démocratie que tout est rose. Non. Il y a beaucoup de problèmes en démocratie. Mais on a encore moins de problèmes en démocratie que dans les autres régimes. C'est pourquoi on fait cette option. Parce que le présupposé sur lequel la démocratie est fondée, à savoir que l'homme est vertueux et que devant le bien, entre le bien et le mal, que l'homme est prédisposé à choisir le bien, est faux. Ce présupposé est faux. Donc en somme, il y a un problème. Non, alors, pour tous ceux-là qui sont hors du territoire. Parce que si vous ne comprenez pas ça là, le problème... Essayez de faire le rapport. Le problème, je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelle que soit l'architecture qu'on va mettre pour la justice, elle sera animée par des hommes. Ça vous définit. Et que ces hommes en question dont on parle ne sont pas vertueux naturellement. Alors, après ce point, ma question que j'ai posée un peu plus tôt, le cas d'extradition non confirmé, il a cité un cas, je cite un second cas, parce que vous lui avez demandé, après avoir parlé de Sébastien, de revenir sur le cas compliqué. Mais je vous pose la question là-dessus. Oui. Son extradition a été aussi un appel manqué. Comment vous l'expliquez? Non, vous savez, je ne veux pas rentrer... Est-ce que le gouvernement ne peut pas tourner cette page? Je ne veux pas rentrer dans des dossiers qui sont pendant la justice. Alors, le cas je me réserve le droit de ne pas trop me prononcer sur des dossiers qui sont pendant devant la justice. Alors, je prends pendant, je pensais que vous avez réglé ça. Non, c'est pour ça que vous parlez de condamnation. C'est un mandat. Moi, par exemple, je ne sais pas si M. Sébastien Adjavon a un mandat d'arrêt derrière lui. Je viens de l'apprendre. Je ne suis pas informé. Monsieur Antoine Aloukonon, c'est le politique qui parle. Mais vous savez au moins qu'ils sont nombreux, les Béninois, à être hors du territoire. Tous étaient en commun. Et je souhaite même qu'ils soient dans le pays. Alors, pour l'appel du chef de l'État, est-ce qu'on ne gagnerait pas en les faisant tous venir? Non, mais vous savez, on ne saurait sacrifier sur l'autel de la réconciliation des gens qui ont dilapidé des fonds publics. Je me permets de le dire parce qu'ils ne sont pas venus démontrer le contraire. Donc, les gens qui ont dilapidé les fonds de choses là, c'est pourquoi je dis qu'il faut prendre les dossiers au cas par cas. Il ne faut pas faire la confusion entre un dossier Sébastien Adjavon, qui est un dossier de drogue, et un dossier Kwame Kouché, qui est un dossier de gestion des finances publiques. Et après maintenant, un dossier de ceux qui sont à la queue là, je ne sais, les Léons Soukoungbadji et consorts là, je ne sais même pas ce que aujourd'hui cherchent là-bas. Donc les Léons Soukoungbadji là, ils sont aussi des exilés politiques. Les Léons Soukoungbadji là, qui lui refuse de rentrer au pays. Dites-moi ça. Si Léon Soukoungbadji là, il prend l'avion aujourd'hui pour venir au Bénin là, qui lui interdit ça? Le problème, ce n'est pas ça, c'est des gens qui ont suivi un cortège de leaders et qui sont là-bas pour être des bras opérationnels, pour passer sur France 24, Africa 24, ils coupent partout. Donc ceux-là ne sont pas des exilés politiques. Et le cas Sébastien Adjavon ne saurait être confondu avec le cas Kwame Kouché. Ça là, moi je suis clair là-dessus. Je suis clair là-dessus, c'est deux cas différents. Chacun a son cas. Non, c'est deux cas différents. Parce que pour le cas de Adjavon, au moins M. Chodon là, il est en train de trouver des arguments pour dire que on ne sait pas qui a mis. Non, mais il ne manque pas d'arguments, le cas Kwame Kouché. Vous avez lu ma version.
Quelle version? Komi Koutia a été écouté par un juge, pour ce que je sais. Je ne maîtrise pas le Maintenant, s'il a dossier. été écouté. Et il est reparti librement. Ah, mais qu'est-ce qu'il cherche là-bas? La justice espagnole a vu le dossier dans le fond. Peut-être que tout cela a été correct. J'en sais rien. De toute façon, c'est pas un dossier que je maîtrise, mais c'est des éléments que j'apporte. Disons que la justice a travaillé et finalement, il n'a plus de problème, non? C'est ça? S'il n'a plus de problème, il n'a qu'à rentrer, non? Mais si pris dans un cas ou dans l'autre... Si vous me permettez, oui. Non, vous permettez que je dise quelque chose par rapport à votre question. Soit vous poser une question. Soit vous n'avez pas de problème et si vous êtes là-bas, vous êtes là-bas pour vous-même, vous n'êtes plus exilé. Très bien. Ou bien, vous avez des problèmes à l'intérieur et vous refusez de rentrer et vous essayez de vous habiller de l'argument de chasse aux sorciers. Et vous voulez répondre à l'une de vos questions? Oui, allez-y. Oui, c'est une question très importante. Et vous savez, il y a quelque chose qui me sidère chez le président Talon. Quoi, ça? C'est sa capacité à convaincre ou à chercher à convaincre son auditoire de ce dont lui-même n'est pas forcément convaincu. Et je crois que c'est la même chose que M. Adoukounoué est en train de faire. Vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites lorsque vous demandez aux exilés politiques, quelqu'un comme Sébastien Javon, de rentrer au pays et de répondre face à la justice de son pays. Parce que hier, je dis vous, pas vous personnellement, mais vous étiez dans la même situation et vous n'aviez pas eu confiance en cette justice-là. Parce que le gros problème, je le dis, si nous n'allons pas à cette case départ pour revoir comment est-ce que les choses fonctionnent dans notre pays, je vous jure, ça va être toujours les mêmes affaires. Parce qu'il se peut que demain, je ne vous le souhaite pas, que vous soyez dans la même situation et que je sois obligé de vous dire, si vous ne vous reprochez rien, rentrez au pays. Parce que c'est cette garantie d'une justice impartiale que nous n'avons plus au Bénin. C'est ça la question fondamentale. Parce que il y a quelque temps, moi j'ai eu l'opportunité de dire au président Talon, pas en privé, en public, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient au palais, j'ai eu l'opportunité de lui dire que le problème de l'USL et de son leader, Sébastien Javon, n'a pas une solution judiciaire ni juridique. Si nous rentrons sur ce terrain, nous allons nous embourber. Je l'ai dit au président de la République, je le répète ici, s'il m'écoute, ça a une solution politique. C'est essentiellement politique, comme beaucoup d'autres cas. C'est essentiellement politique. Parce que lorsque vous voyez la batterie d'harcèlement, tout juriste sérieux, toute personne de bon sens regarde ça, on voit que le côté politique est tellement lourd qu'on ne voit même pas le côté judiciaire et juridique. Parce que vous voyez les redressements fiscaux et les fermetures ici et là qui ont suivi en série. Dites-moi, dans ce pays, quelle est citez-moi une seule entreprise qui fait une marge de plus de 13%, marge bénéficiaire. Vous allez difficilement m'en donner. Les sociétés, l'une des sociétés qu'on a redressées, l'une des sociétés de Sébastien Javon, a déclaré 13%. Et c'est sur cette base qu'il a régulièrement payé les impôts et qu'il était le premier contributeur. Mais on reprend ce dossier à la Cour suprême, alors que la Cour africaine des droits de l'homme, qui est au-dessus de notre Cour suprême, a déjà pratiquement vidé ce dossier pour dire ça n'a pas lieu d'être. On dit non, c'est 50 et quelques %. Quelle est la société au Bénin qui peut faire une marge de 50 et quelques %, marge bénéficiaire, et survivre? Non, mais c'est-à-dire, on fabrique des choses. C'est ce qui me fonde à dire que ce n'est pas un dossier judiciaire, ce n'est pas un dossier fiscal, c'est un dossier politique. Je l'ai dit au président Talon, et s'il m'écoute, si vraiment il veut la réconciliation, tout ce qu'on lui demande, c'est de faire appliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. J'ai entendu son ministre porte-parole dire que le président Talon ne peut pas s'immiscer dans le judiciaire. Non, ne me faites pas rire, ne me faites pas rire. On ne demande pas, l'avocat de M. Sébastien Javon ne demande pas au président Talon d'annuler la condamnation d'Ajavon. Il faut que ça soit clair. Vous allez sur une terrain là, vous faites allusion à une lettre ouverte là. Mais attendez. Non, un instant, c'est moi qui... S'il vous plaît, c'est moi qui ai pris la parole.
vous me suivez, parce que comme vous l'avez tout à l'heure, je voulais laisser parler. Alors, je disais que vous avez ouvert une fenêtre là. C'est cette lettre que tous avons lue de Maître Antoine Veil. Mais on s'interroge parce que vous avez évoqué le cas que vous maîtrisez le plus. Et je voudrais vous poser une question à ce sujet. Mais vous avez parlé déjà du porte-parole et j'imagine que votre vis-à-vis, là, lui aussi, est le temps court. Je voudrais lui demander, vous, qui ne voyez pas du tout des idées au Bénin, sous le mandat de Patrice Talon, cette démarche de l'avocat et le regard de droit que plus d'un ont déjà porté là-dessus, quelle est l'analyse que le politique en fait? Je ne vais pas répondre tout de suite à votre question. Allez-y, vous y répondez par la suite. Oui. Il ne faut pas conduire, allez-y. Pas conduire le débat comme ça. Non, vous n'avez pas à nous dire la conduite. Vous avez votre temps de parole et il vous laisse. Vous êtes intervenu à plusieurs reprises. Lorsqu'il vous le laissez finir et vous prenez la parole. Donc vous pouvez évoluer. Monsieur Solon, vous allez bien m'écouter. Parce que vous et moi, là où nous sommes, si nous sommes des acteurs publics, c'est que nous sommes appelés à gérer demain. Et ce que vous êtes en train de dire là, que la politique prend le pas sur le judiciaire, c'est ça que je veux vous expliquer. Pour dire que il est ainsi et il en sera ainsi. C'est dommage. Vous êtes fier de ça? Non. La déclaration que vous venez de faire est extrêmement grave. Qu'il soit Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis en disant cela? Il faut bien m'écouter. Vous avez dit qu'il en sera ainsi. Je dis, s'il en est ainsi, il en sera ainsi. Parce que j'étais en train... Et vous m'avez arraché la parole. Ce que je vous disais là, c'est théorique. Moi, il faut lire les documents de droit constitutionnel pour voir les fondements de la démocratie. Et vous allez comprendre. Lorsque, quel que soit ce qu'on va faire, ce n'est pas des hommes qui vont animer la justice. Et vous pensez que lorsqu'on va rendre une décision de justice, entre la décision de justice telle que rendue et nos présupposés là, lequel va prévaloir? C'est toujours la décision. Je vais vous répondre tout à l'heure. C'est toujours la décision. Donc, moi j'aurais préféré que, au même moment, puisque je suis d'accord que le combat que nous menons, c'est d'aller vers une justice très équitable, très égalitaire pour tous les citoyens. Puisque nous-mêmes qui sommes ici, demain on peut être à la place des autres. Donc notre combat politique passe aussi par là. Mais comme je vous l'ai dit, quelles que soient les réformes que nous allons faire, c'est des hommes qui vont animer. Et ces hommes n'étant pas dans la perfection totale, le risque d'avoir toujours un écart entre les décisions et la réalité va toujours exister. Mais ce que j'aurais préféré, au même moment où nous travaillons dans le sens d'amélioration de la justice, il faut que nous-mêmes, les acteurs politiques, nous commençons par comprendre que quand nous sommes en train de gouverner, que demain, il y a une possibilité que nous nous retrouvons devant la justice. Et que nous fassions très attention dans notre gouvernance. C'est ça le vrai problème. Sinon, si nous voulons régler le problème pour dire que c'est la justice qui sera totalement impartiale, nous allons être en retard. Mais si nous prenons la responsabilité sur nous pour dire que, vous savez, comme Koutié n'est pas la seule personne qui a géré des choses sous Yahi et qui se retrouve dans l'opposition pour le gouvernement aujourd'hui. Vous savez ça, non? Il y en a d'autres qui ont gouverné sous Yahi, qui sont dans l'opposition et qui sont dans le pays. Mais pourquoi ils ne sont pas interpellés pour aller se présenter devant la justice? Certainement que là où ils ont géré, ils ont su comprendre ce que moi je dis, pour savoir que demain, c'est possible que les choses changent et qu'il peut y avoir des situations pareilles. Donc, en tant que politique, c'est comme ça qu'il faut penser. Sinon, on va rendre les décisions de justice, les décisions seront là, et les gens, moi je vais raisonner par rapport à la décision. Et vous avez dû raisonner par rapport aux manipulations politiques. Non, Oui, en fait, c'est ça la question. Non, je demande tout simplement de respecter une décision de la justice. Que pour moi, c'est ce que je demande. Moi, là, il n'y a pas d'exilé politique. Parce que moi, je me mets dans le processus de la justice. Mais c'est normal. Mais pourquoi les gens... Vous ne pouvez pas voir d'exilé politique. Non, mais ça, vous qui parlez d'exilé politique, lorsque vous prenez le cas d'Avon, si je prends la définition que vous avez donnée d'exilé politique,
Dans la définition, vous n'avez pas parlé de drogue et autres dans la définition. Mais parce que la drogue, vous l'avez inventée. On a voulu chercher qui a mis la drogue et vous avez mis le coup là-dessus. Vous concluez, vous avez été obligé de prendre politique dans la définition et d'ajouter beaucoup de C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est deux juridictions qui l'ont dit. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que Sébastien Diavon est à l'extérieur à cause de ses opinions politiques. Moi, je ne peux pas le dire. Si c'est ses opinions politiques là. Mais vous ne pouvez pas le dire. Il a dit quoi? Il a dit quoi sur le gouvernement? Qu'est-ce qu'il a dit sur le gouvernement? Pour qu'on dise que c'est parce qu'il a dit telle chose sur le gouvernement qu'il est à l'extérieur. Non, c'est pas ça. C'est parce que l'élément de réponse à ma question. La preuve, vous cherchez tout le temps que l'on se prononce par rapport à cette décision. C'est ça que vous cherchez donc. C'est ça parce que vous savez que le nœud même, c'est la décision. Que ce n'est pas son opinion politique. Vous le savez. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il est exilé politique. C'est la décision qui est là. Alors, le Bénin stable, vous avez tout fait pour ne pas répondre directement à ma question. Le Bénin stable, d'ici 2021, ça se joue essentiellement Boni Yayi, Patrice Talon. Non, il faut pas. Moi, je ne suis pas. Nous sommes autour d'un terme, la réconciliation. Oui, moi, je ne suis pas venu alimenter la polémique. Non. Je suis un homme politique, je suis très éclairé. Ok, vous dites quoi? On ne peut pas. Vous répondez quoi en définitive à ce que certains demandent là? Non, ce que le président a dit par rapport à la réconciliation au président Yayi Boni, il a dit à Tchaourou. Et vous savez bien que mise en contexte de façon sociologique, culturelle... C'est circonstanciel. Non. C'est la phrase. De façon sociologique, culturelle. Et c'est le même cas chez le maire de Banté. C'est-à-dire que lorsque... Vous n'avez pas fini la phrase, vous avez dit que c'est le même cas. Oui. Pourquoi il dit ça? Vous savez, on dit enfant chez moi que Vigneran Cordonnier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enfant qui est mauvais pour ses parents. Et en même temps, votre conclusion? Lorsque vous venez sur le terrain de quelqu'un, et vous êtes avec ses parents, et on sait qu'il y a des problèmes entre vous et l'enfant de ce terroir. Mais votre bonne foi, pour pouvoir... ce qui est d'abord... Parce que vous êtes venu chez les parents des gens, vous ne pouvez pas montrer que vous êtes toujours... Non. C'est-à-dire que ce que le chef de l'État a dit, ce n'est pas que quand il va se réconcilier avec Yayi Boni, c'est fini. Tous les autres là, ils sont à l'écart. Non, vous concluez où ça peut aller? Non. C'est-à-dire que ne dramatisez pas les choses. Ne dramatisez pas les choses. Le maire de Banté a parlé parce que il serait difficile pour lui de ne pas parler quand même de leur fils qui est commis couché dans son discours. Vous voyez? Merci beaucoup. Il ne faut pas dramatiser les choses. C'est entendu. Merci à chacun, ceux qui interprètent autrement. Il ne faut pas dramatiser les choses. Signé M. Antoine Aloukonou. Oui, si vous devez conclure, vous, Fidèle Sonon. Oui, je profiterai de ce temps de conclusion pour dire simplement ce que je voulais dire par rapport justement à cette demande que Maître Veille a faite au président de la République. On ne demande pas au président de la République de s'immiscer dans le judiciaire pour annuler. Non, la décision a été annulée par une Cour suprême nationale. Tout ce qu'on demande au président de la République, c'est qu'en tant que le premier garant du respect des droits, de l'état de droit au Bénin et des droits de l'homme au Bénin, on lui demande tout simplement de faire appliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et donc qui débouche sur l'annulation. C'est ce que nous demandons et si vraiment il s'inscrit dans une logique de paix et de réconciliation, c'est une opportunité. Merci. Merci à vous, Monsieur Fidèle Sonon. Monsieur Antoine Aloukonou, merci également. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus ainsi. Je vous fausse compagnie. Ces citations de notre grand homme d'État, Charles de Gaulle. Ce qu'il faut surtout pour la paix, dit-il, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous savons ce que c'est, des choses qui passent. Mais les peuples, eux, ne passent pas. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.